Burundi Open Market vous partage une série d'informations utiles à la croissance de la production agricole pour le marché burundais, régional et international. Informations utiles pour l'agriculture au Burundi. La topographie. Le Burundi est un pays de collines et de montagnes atteignant jusqu'à 2600 mètres d'altitude. La zone qui s'étend du point d'intersection Rwanda-Congo-Burundi et descend vers la bordure du lac Tanganyika est proche du massif montagneux, mais possède certaines zones plates qui rendent possible l'utilisation de machines agricoles pour augmenter le rendement de production. La proximité du lac est idéale en raison de la possibilité de pomper l'eau pour l'irrigation des sols. Une autre région plate propice au développement de l'agriculture s'étend le long de la frontière avec la Tanzanie. L'intérieur du pays est montagneux, ce qui rend l'utilisation de machines agricoles plus difficile et donc plus favorable pour l'horticulture. La croissance végétale. En agriculture, on appelle rendement la quantité de produits récoltés sur une surface cultivée donnée. Pour un haut rendement de production agricole, la plante doit recevoir suffisamment de rayonnement solaire, de température et d'eau, avoir accès à tous les nutriments nécessaires à sa croissance dans le sol. Cela doit se faire à tout instant de sa croissance en limitant le contact avec des animaux ou insectes ravageurs, utilisation de pesticides. De plus, elle doit disposer d'assez d'espace et de sol pour grandir. La croissance végétale est assurée par la photosynthèse. C'est une réaction chimique naturelle qui transforme le dioxyde de carbone, CO2, de l'air et la lumière du soleil en matière organique faisant grandir la plante. Pendant cette réaction, la plante relâche de l'oxygène, O2, nécessaire à la respiration des animaux et des êtres humains. La végétation est essentielle pour l'humanité car elle est source de nourriture et d'oxygène. L'importance du sol. La terre transforme en permanence des éléments minéraux en substances nutritives pour les végétaux. La plante puise dans le sol des éléments de construction et de croissance. Les principaux sont l'azote, N, la potasse, K, le phosphore, P, le magnésium, Mg, le soufre, S, le calcium, Sa, et les oligoéléments. La valeur nutritive du sol peut être augmentée par des techniques agricoles, par exemple l'utilisation d'engrais, organiques et chimiques, et de jachères, repos des terrains. Il est important de noter que la valeur nutritive du sol dépend également du pH du sol, comme le montre le graphique à droite. En conséquent, le rendement agricole va dépendre fortement du pH du sol. Par exemple, dans le tableau à droite, le maïs a un rendement de seulement 34% si le sol possède un pH de 4.7, et il peut tripler si le pH est ajusté à 6.8. Le pH des sols. Au Burundi, les quantités de soleil et d'eau sont idéales pour l'agriculture. Le défi est d'ajuster le pH des sols pour augmenter la production agricole. L'expression « pH du sol » est un raccourci de langage pour désigner la réaction du sol avec l'eau. Le pH du sol se mesure sur un échantillon séché et broyé, terre fine de mm. D'un volume de terre, on ajoute 5 volumes d'eau. Après avoir mélangé, un papier pH est trempé dans l'eau de surface de l'échantillon et il se colore pour indiquer la valeur du pH. Le pH, ou potentiel hydrogène, est une indication de la concentration en ion H+ présent dans le sol. Plus la concentration en ion H+ est élevée, plus le pH est faible ou acide. Au contraire, plus la concentration en ion H+ est faible, plus le pH est élevé ou alcalin. Les valeurs de pH peuvent aller de 0 à 14. Pour la plupart des sols, le pH mesuré varie de 4 à 9. Traitement des sols acides. Lorsque le pH du sol est inférieur à 6,5, le sol est dit acide. Les micro-organismes sont moins actifs, ce qui ralentit la transformation de la matière organique en nutriments vitaux. La minéralisation de l'humus est affectée. Le fer, le manganèse et l'aluminium sont disponibles en grande quantité, tandis que le calcium, le potassium, le magnésium ou le bore sont présents en concentration bien trop faible, provoquant des troubles de croissance des plantes et limitant le rendement de la production agricole. L'augmentation du pH du sol n'est heureusement pas trop difficile. La chaux neutralise l'excès d'acide et augmente ainsi le pH. Elle restaure la biodisponibilité des nutriments présents dans le sol, tels que le calcium, le potassium et le magnésium.
Le cholage permet même à long terme d'améliorer l'apport en eau et en air dans le sol. Les organismes ont un meilleur biotope et redoublent d'activité. Le cholage se fait avant la période de pluie pour que l'amendement pénètre dans la terre. Le traitement prend plusieurs mois avant d'avoir un effet. Le cholage. Pour maintenir le pH à 6, les apports d'amendement basiques doivent neutraliser l'acidité produite. Il existe différents types d'amendements basiques tels que les carbonates broyés, les carbonates pulvérisés, la chaux vive KO et la chaux magnésienne, 55% KO plus 35% MgO. Notons que la chaux est irritante pour les voies respiratoires et les yeux et peut occasionner des lésions oculaires. La chaux a plusieurs effets positifs. Elle stimule l'activité microbienne essentielle à la croissance saine des cultures. 2. Elle augmente l'absorption des nutriments par les racines, créant ainsi un système racinaire solide essentiel pour résister aux caprices climatiques. Elle augmente l'efficacité des fertilisants et des herbicides. Le tableau en haut à droite indique le rendement en fonction du pH du sol pour différents légumes. Les matériaux pour le cholage. Lorsque le pH est inférieur à 5,5, un redressement d'urgence est nécessaire et cela se fait avec des produits à action rapide tels que les chaux et calcaires pulvérisés en quantité importante sur plusieurs années consécutives pour redresser un pH faible. Le cholage d'entretien se fait pour rester au-dessus de pH égale 5,8 et cela se fait par des apports peu fréquents tous les 3 à 5 ans et des produits d'action lente comme des carbonates broyés ou pulvérisés. Typiquement un équivalent en unité valeur neutralisante, VN, de 200 à 300 kg de KO1 est nécessaire pour neutraliser l'acidification du sol lors de l'entretien. La valeur neutralisante VN représente la quantité d'oxyde de calcium, KO, ayant la même capacité de neutralisation que 100 kg du produit considéré. Autrement dit, si un amendement a une VN de 40, cela correspond à 400 kg KO par tonne. La fabrication de la chaux. La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée d'eau, moins 50% de dolomite, un carbonate double de calcium et de magnésium CaMg, CO3, 2. Cette roche, broyée en morceaux avec un concasseur, voire la note technique sur l'industrie minière, constitue un amendement lent pour les terres acides. Il est possible de fabriquer de la chaux magnésienne à partir de la roche de dolomite. Pour cela, il faut placer des morceaux de roche dans un four vertical pour calciner la roche à une température supérieure à 900 degrés Celsius, idéalement entre 1100 et 1300 degrés C. À la sortie du four, la roche est devenue de la chaux vive, assez facile à broyer. Pour l'extinction de la chaux vive en chaux éteinte, on ajoute de l'eau en quantité contrôlée, produisant de la chaleur, et la pierre calcinée se désagrège en poudre. Elle passe dans différents cribles pour être tamisée afin d'éliminer les impuretés. La chaux est alors broyée en fine poudre par un broyeur à boulet, voire la note sur l'industrie minière. Les engrais. La valeur nutritive du sol peut être augmentée par des techniques agricoles. Par exemple, l'utilisation d'engrais, organiques et chimiques, et de jachères, repos des terrains. Les engrais organiques sont le plus souvent d'origine animale et ou végétale, déchets d'abattoirs, déchets de poissons, boue d'épuration des eaux, déchets végétaux de l'industrie et des ménages, produits de l'élevage tels que les fumiers et urine. L'azote, N, joue un rôle clé dans le développement des feuilles et des tiges. Le phosphore, P, est indispensable à la santé des racines, à la floraison abondante et à la production de fruits. Le potassium, K, favorise une croissance équilibrée et renforce la résistance des plantes aux maladies et au stress environnementaux. Un engrais NPK fait référence aux proportions de ces nutriments. Par exemple, un engrais 10 octobre 10 équivaut à 10% d'azote, 10% de phosphore et 10% de potassium. Le besoin d'eau pour la croissance. Pour croître, il faut que les pores situés à la surface des feuilles, stomates, soient ouverts, voir la photo, afin que le CO2 entre dans la feuille et soit transformé en
Sucre lors de la photosynthèse. Cependant, l'ouverture des stomates provoque l'évaporation de l'eau qui est dans les feuilles. Ainsi, pour croître, une plante doit pouvoir perdre de l'eau par évapotranspiration, ETR. Cette eau provient du sol. Par les racines. Alors, de deux choses l'une, soit, il y a assez d'eau dans le sol et la plante croît sans restriction, soit, 2, l'eau du sol est plus rare et la plante va fermer progressivement ses stomates. Cette fermeture lui permet de survivre sans se dessécher, mais elle ne croît plus car elle ne dispose plus de CO2 pour la photosynthèse, voir la figure. L'évapotranspiration est donc une perte d'eau nécessaire à toute végétation. Pour une surface recouverte de végétation, cette évapotranspiration est la somme de la vapeur d'eau transpirée par les végétaux à travers les stomates, noté TR, et l'évaporation directe du sol, noté E, qui est généralement faible par rapport à TR. Sous des températures de 25 à 30 degrés Celsius, les plantes consomment par évapotranspiration environ 4 mm d'eau par jour. Le but de l'irrigation est de compenser cette perte quotidienne. En sol sableux, on apporte 12 mm d'eau tous les 3 jours. En sol argileux, 24 mm tous les 6 jours. L'irrigation quotidienne est à proscrire car elle favorise le développement des parasites et des champignons. L'irrigation pour l'agriculture. L'irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production en cas de déficit d'eau. L'eau absorbée sert à transporter les nutriments dissous du sol jusqu'aux organes aériens des plantes, d'où elle est libérée dans l'atmosphère par transpiration. La figure illustre l'augmentation type des rendements d'une culture de céréales en réaction à un bon apport en eau, ainsi que la synergie entre l'irrigation, les variétés et les intrants, engrais, amendements, pesticides. En 1998, les terres irriguées représentaient environ 1/5 des terres arables en Afrique, mais produisaient les 2/5 de toutes les récoltes. Différents légumes ont besoin de différentes quantités d'eau. Le riz a besoin de plus d'eau que le blé et la pomme de terre. Le maïs est plus économique en eau, voir figure à droite. Les techniques d'irrigation. La technique d'irrigation gravitaire, elle utilise un canal à ciel ouvert qui achemine l'eau par gravité à des canaux de plus en plus petits, irriguant ainsi les parcelles cultivées. Ce système d'irrigation utilise énormément d'eau, une partie étant perdue en étant absorbée dans le sol, une autre étant perdue par évaporation. La technique d'aspersion, cette irrigation se réalise dans le cadre d'un système d'arrosage intégré, ou enterré. En effet, l'eau circule dans des canalisations enterrées, puis elle est distribuée aux cultures via des tuyaux mobiles qui utilisent des systèmes d'aspersion. La technique d'irrigation localisée, la micro-irrigation ou l'irrigation localisée se fait au goutte à goutte. L'eau est acheminée directement au pied de la plante par un tuyau avec un petit trou. Cela implique que l'eau doit être filtrée afin de ne pas obstruer les trous. Le coût d'investissement est plus élevé, mais la consommation d'eau est fortement réduite. Pompage photovoltaïque. Le pompage solaire est une technologie mature. L'eau est pompée pendant la période ensoleillée par la pompe alimentée par le panneau photovoltaïque. La pompe peut être placée dans un lac ou dans un puits. Il est préférable d'avoir un stockage de l'eau dans un réservoir ou un château d'eau. En effet, ceci est un stockage d'énergie moins cher qu'un système de batterie. Pompage photovoltaïque. Le besoin en protéines du corps humain. Le blé, le maïs, la pomme de terre possèdent de petites quantités de protéines, mais de grandes quantités de sucre l'en nécessaire pour fournir de l'énergie au corps humain. Cependant, pour une bonne croissance et un bon fonctionnement, il faut une alimentation variée et d'autres apports en protéines et vitamines, fruits, légumes verts. Le premier niveau de carence en protéines cause une variété de troubles, ralentissement du métabolisme et difficulté à perdre du poids, difficulté à augmenter la masse musculaire, baisse d'énergie et fatigue, mauvaise concentration, des difficultés d'apprentissage, changement d'humeur, douleurs aux muscles, aux os et aux articulations, hypoglycémie, suivie d'une hyperglycémie, diabète de type 2, cicatrisation lente, baisse d'immunité.
Le deuxième niveau de carence en protéines est appelé kwashiorkor et se manifeste par des symptômes importants tels que l'arrêt de la croissance, l'atrophie musculaire, l'édème aux pieds et au ventre, altération ou perte des cheveux, altération de la peau, de la diarrhée et de l'anémie. Il mène généralement à la mort à court ou moyen terme. Il touche généralement les enfants en cas d'arrêt prématuré de l'allaitement. Le lait est alors remplacé par des aliments de base pauvres en protéines et riches en glucides, bouillis à base de céréales, manioc, patates douces, bananes vertes. Inconvénient de la viande. Un apport en protéines pour la population défavorisée pourrait provenir de la viande, mais celle-ci coûte cher. De plus, un petit pays à forte densité de population n'aura pas la superficie nécessaire pour utiliser la viande comme source principale de protéines. Finalement, le besoin en eau pour produire la viande est énorme. La production de viande requiert entre 6 et 20 fois plus d'eau que celle des céréales, voir le graphique en haut. La production de viande requiert entre 3 et 20 fois plus de surface de sol que celle des céréales, voir le graphique en bas. Les céréales, les cultures oléagineuses et les légumineuses, racines et tubercules consomment beaucoup moins d'eau et de surface de sol. Il est donc avantageux de consommer des protéines animales peu exigeantes comme les œufs et de chercher à remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Quelles sont les sources de protéines végétales? Soja, légumineuses, exemple, pois chiches, lentilles, haricots noirs, beurre d'arachide, de noix, exemple, d'amandes et de graines, exemple, de citrouille. Aliments riches en protéines. Sources végétales en protéines. La spiruline, algue 65% de protéines, le soja, 36%, les graines de chanvre, 26%, les graines de courge, 25%, le beurre d'arachide, 25%, les haricots azuki, 25%, le fenugrec, 23%, le tempeh, 20%, la noix, 20%, les pois chiches, 19%, les graines de chia, 17%, l'épeautre, 15%, le quinoa, 14%, le sarrasin, 13%, son d'avoine, 13%. Sources animales en protéines. Viande séchée, 51%, parmesan, 35%, jambon cru, 31%, lait en poudre, 30%, filet de bœuf, 29%, viande de volaille, 29%, fromage dur, 28%, thon, 27%, poisson, 21%, fromage mou, 20%, jaune d'œuf, 18%, source végétale en protéines, source animale en protéins. Production de soja. Le soja est un produit agricole avantageux pour les apports en protéines dans l'alimentation. En effet, non seulement le soja contient plus de protéines que la viande, mais il demande moins de surface de sol et moins d'eau que les viandes. Machine pour l'agriculture. Machine agricole. Un tracteur, c'est une machine agricole vitale car la plupart des autres machines agricoles peuvent être alimentées par un tracteur. Les tracteurs permettent d'économiser beaucoup de temps et de main-d'œuvre, ce qui se traduit par des rendements plus élevés de travail et donc de production agricole. De charrue, elle est utilisée pour le travail primaire du sol. Sa fonction est de creuser le sol pour une meilleure fertilité des sols et de faire ressortir les nutriments piégés à l'intérieur des couches profondes du sol. De plus, une charrue aide à éliminer les plantes indésirables, qui sont nocives pour le sol et les cultures. Les charrues tirées par tracteur sont venues augmenter le rendement agricole et remplacer les animaux tirant les charrues. 3 cultivateurs, il est utilisé pour le travail secondaire du sol. Il remue le sol et prépare la terre. De plus, les cultivateurs peuvent enterrer les cultures précédemment cultivées, enlever les mauvaises herbes et aérer efficacement le sol en une seule opération. 4 rotavators, il est tiré par un tracteur et fonctionne comme une charrue mais comprend des lames rotatives pour pulvériser le sol. Les rotavators labourent à un rythme plus élevé et rendent l'agriculture plus rentable. 5 remorques, un champ a toujours des besoins en matière de transport, que ce soit pour transporter des produits récoltés ou pour transporter d'autres instruments agricoles lourds. Ainsi, les remorques sont le choix privilégié pour de tels besoins. Une remorque agricole permet de réduire les coûts et la main-d'œuvre, entraînant ainsi des profits plus élevés.
Si presse à balle, les exploitations agricoles produisent des déchets tels que l'herbe ou la paille qu'il est crucial de stocker correctement. La presse à balle collecte le foin, la paille et d'autres matériaux inutiles de la ferme et les compacte en balles. Souvent, les balles sont de structure cubique pour une manipulation plus facile. Un semoir sème les graines à une profondeur spécifique avec un espacement uniforme entre chaque graine. Cette machine opère rapidement et contribue à augmenter significativement le rendement agricole. 8 pulvérisateurs. Une récolte de bonne qualité nécessite une distribution uniforme d'engrais et d'autres matières nutritives. Cela est réalisé avec les équipements de pulvérisation. Les pulvérisateurs ne distribuent pas seulement des engrais, mais ils accomplissent également des tâches d'irrigation. 9 motoculteurs. Les motoculteurs ou mototracteurs sont des machines agricoles polyvalentes et efficaces qui peuvent accomplir de nombreuses tâches agricoles. Ils sont équipés de 2 roues, et cette seule machine peut facilement effectuer l'irrigation, la distribution d'engrais et l'élimination des mauvaises herbes. Ainsi, cette machine agricole est un investissement unique pour améliorer la productivité agricole. 10 moissonneuses. Cette machine est utilisée pour récolter les cultures. Elle peut être tirée par un tracteur ou être automotrice. De plus, une moissonneuse peut battre, couper et récolter les cultures en une seule opération. Cela se traduit par des profits plus élevés. Petits tracteurs et motoculteurs. Moyen tracteur. Gros tracteur d'occasion. Charrue. Cultivateur. Rotavator. Semeuse. Remorque. Presse à balle. Moissonneuse. Conclusion. Un point au Burundi, les terrains plats utilisables pour les machines agricoles sont localisés sur les frontières ouest et sud du pays. L'utilisation des machines agricoles est la clé 1 pour l'augmentation du rendement agricole. 2. Le développement de carrières de minéraux carbonate, dolomite, et de fours à chaud est un business essentiel qui va permettre l'ajustement du pH des terres rouges acides du pays. Un bon pH est la clé 2 pour l'augmentation du rendement agricole. 3. Le développement des méthodes modernes de transport de l'eau, tuyaux à la place d'une simple tranchée, pour l'irrigation va permettre de moins perdre l'eau. L'arrosage et le pompage solaire avec petits châteaux d'eau vont permettre de donner la bonne quantité d'eau pour la croissance. C'est la clé 3 pour augmenter le rendement agricole. 4. Le développement de fermes animales produisant des œufs et du lait va pouvoir être la source de fertilisants naturels efficaces. C'est la clé 4 pour un bon rendement agricole. 5. Le développement des fermes animales pour la production de viande doit être limité afin de ne pas utiliser trop de superficie de sol et trop d'eau. La production de viande comme source de protéines pour l'alimentation doit être remplacée par une production de végétaux riches en protéines, comme le soja. En effet, ceux-ci demandent moins d'eau et moins de superficie de sol. 6. Le développement du transport national et international pour faire venir les machines agricoles, petites, moyennes ou grosses, est un point crucial pour le développement harmonieux.